Bonjour à tous, bienvenue dans notre Terre et Mer. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à un animal marin qui, paraît-il, était là bien avant l'homme, qui de nos jours fait beaucoup parler de lui et qui a même, pour les plus jeunes, inspiré le nom de personnage du célèbre jeu vidéo Pokémon. Je veux vous parler de l'acanthaster, appelé aussi de manière familière le coussin de la belle-mère. Pouvant mesurer 70 cm à l'âge adulte pour les plus gros spécimens et peser plus de 3 kg, elle pose certains problèmes aujourd'hui, car elle serait envahissante et dévoreuse de corail. Et en allant, j'ai arrivé, et même en rien qu'avec le bateau, je voyais du blanc partout, rien que comme ça, comme on peut le voir là. J'ai mis la tête dans l'eau et là, c'était une vision d'apocalypse. C'était une vision d'apocalypse à 100 mètres de ton site où tu travailles tous les jours. Tu avais une armée d'acanthaster, un tapis d'acanthaster, il faut l'avoir vu pour le croire. Et en une nuit, elle bouffait 1,50 m de récif. L'acanthaster a un rôle important dans l'écosystème. Elle libère de la place pour les coraux à croissance lente et donc elle est indispensable. On est là en fait pour intervenir quand on a une flambée d'acanthaster sur un récif et que ça met en danger ce récif. Nous allons tenter d'une part de mieux la connaître et d'autre part de comprendre quelles sont les raisons qui font qu'elle dérange à ce point tout un écosystème. Et ce, grâce au travail de plusieurs spécialistes ou amateurs qui ont décidé de s'attaquer à cette armée redoutable d'étoiles de mer. L'acanthaster, un animal non grata, c'est tout de suite dans notre Terre et Mer. C'est une grosse adulte. Ouais. Et celle-là, elle peut pondre 100 millions d'œufs en une seule saison. 100 millions d'œufs. Pour commencer, direction Point d'Imier avec Martin, plongeur professionnel, qui a activement canalisé l'abondance de cet animal et surtout qui nous fait part de son témoignage. Du coup, Martin, là on va sur l'îlot de Tibarama. Les acanthaster, elles étaient sur une zone bien ciblée quand même? Alors nous, à l'îlot, quand on y va, on va toujours à la même zone. Ouais. Donc on les a vus arriver dans la zone où on travaillait, mais le problème c'est qu'elles étaient là depuis longtemps, elles avaient déjà bouffé tout le reste du récif. Et en fait, elles ont terminé par notre partie. C'est ça, en fait. On a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. C'est pas qu'on a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte, c'est qu'on s'en est aperçu sur la fin, parce qu'elles ont bouffé tout le tour du récif. Elles étaient là depuis des années peut-être, mais elles ont pris du temps. Et comme personne ne va plonger de l'autre côté, personne n'a signalé l'acanthaster. Martin, comment tu t'es rendu compte de cet acanthaster qui s'est développé? Comment ça a démarré? Et depuis quand, en fait, a priori? Et alors, on s'en est rendu compte un peu par hasard, parce que c'était un club de plongée qui était venu de Nouméa, qui en organisait des plongées de nuit. Et dans ce cas-là, alors comment je faisais les plongées? J'avais mon circuit, toujours, impeccable, mais quand tu mets des gens qui connaissent pas, ils vont partir un peu à droite, à gauche, n'importe où. Et il y a des personnes qui étaient un petit peu partir dans cette direction. Et au retour de leur plongée de nuit, ils m'avaient dit, là-bas, il y a beaucoup d'acanthaster quand même. Toi, c'était une personne que je connaissais, qui plongeait régulièrement avec nous. Et donc, le lendemain, je suis allé voir. Parce que je me suis dit, c'est quand même, pour qu'elle me dise ça, c'est quelque chose. Donc, et pour te donner une idée, je ne sais pas si tu vas voir la bouée jaune qui est là-bas, c'est à peu près à cet endroit-là. Et en allant, j'ai arrivé, et même en rien qu'avec le bateau, je voyais du blanc partout, rien comme ça, comme on peut le voir là. Parce que les coraux j'ai mis la tête dans l'eau et là, c'était une vision d'apocalypse. Hein. Ah oui. C'était une vision d'apocalypse à 100 mètres de ton site où tu travailles tous les jours. Tu avais une armée d'acanthaster, un tapis d'acanthaster, il faut l'avoir vu pour le croire. Ouais. C'est un tapis d'acanthaster qui était là. Et en une nuit, elle bouffait 1,50 m de récif, c'était tout blanc, tout blanc cassé, gris. Il y avait urgence. Et ce phénomène, il a combien de temps? 2010, ça c'est en septembre 2010. Et qu'est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose? Quand tu réagis la première fois, tu ne sais pas trop comment faire. Alors tu en prends une, tu la montes au bateau, tu redescends. Enfin bref, tu te rends compte que tu perds beaucoup de temps, d'énergie pour un résultat nul. Alors nous, on avait des grosses bassines dans le bateau, on les mettait dans les bassines. Après, on s'est dit, il faut avoir un processus un peu plus organisé. Et puis, une fois que tu as ces bassines et que tu arrives chez toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu les jettes pas comme ça sur le bord de la route parce que ça va sentir mauvais. Donc tu fais un trou, la pelle, tu mets les acanthaster dedans, tu refais le trou. Donc je veux dire que tu passes plus de temps à enterrer les acanthaster qu'à les ramasser. Et surtout, c'est épuisant. On en mettait 4-5 dedans en fonction de la taille, parce que les acanthaster, il faut imaginer que c'est des morceaux comme ça, c'était énorme. Et donc il arrivait en bas du bateau, il tapait, il y a un mec sur le bateau qui remontait à la main, il prenait le sac, il les vidait dans les bassines, il renvoyait le sac et ainsi de suite. Donc là on est arrivé en une journée, voire en quelques heures, à en éliminer 500 par exemple d'un coup, parce qu'on arrivait là-bas à notre port, on les balançait dans le trou et on repartait tout de suite. Et comme ça on a pu... On parle
en éradiquer en 3 jours. De kilos, en milliers de kilos. Ah mais là ça pèse une bassine, Déjà, c'est que de la flotte, ouais. ça pèse, t'es obligé de la porter à 2. Voilà. Donc là on est arrivé en 3 jours, 4 jours à éradiquer tout ce qu'il y avait là, tout seul, en essayant de faire le moins de dégâts possible. Il faut quand même pas oublier que c'est un phénomène naturel, que les acantastères c'est pas l'être humain qui les a amenés, c'est qu'il y en avait bien avant, que même tu avais un masque et tu regardais dans l'eau, et que ça fait partie de la vie du cycle du récif. Au même titre qu'un cyclone va éliminer toute la végétation et ça va repousser ensuite. Les acantastères, elles te nettoient un récif et au-dessus, il y a un nouveau récif qui se reconstruit. Donc c'est un phénomène naturel que nous, on n'aime pas parce qu'il nous mange le joli corail qu'on regarde, mais on n'est pas dans la même échelle de valeur, de durée. Si tu parles de 15 ans pour la vie du récif, c'est un millionième de seconde. Pour nous, quand tu dis aux gens, reviens dans 15 ans, ça sera joli, il va dire, dans 15 ans, il sera ailleurs, hein, c'est sûr. On n'est pas dans la même échelle, c'est ça le problème avec les acantastères. Donc il faut expliquer, voilà, il ne faut pas non plus que les gens se jettent dessus et la détruisent, tout ça, parce qu'il faut informer, sensibiliser. Et c'est clair que, moi j'ai été confronté à ça, et ma vision a évolué en étant confronté à l'animal, et surtout en se disant qu'au bout d'un moment, tu te dis, tu luttes contre la nature, il faut laisser la nature, et si ça existe, c'est que ça doit exister, c'est tout, il ne faut pas chercher à l'enlever. Nous quittons Pointe-d'Imier pour le sud de la Nouvelle-Calédonie, plus précisément dans la Grande Baie de Prony. Nous avons rendez-vous avec Pascal Dumas et son équipe pour travailler avec des bénévoles sur la régulation de ces animaux. Messieurs, bonjour, Antoine, ça va? enchanté. Pascal? Pascal. Enchanté. Allez voir le reste de l'équipe. Alors Hugues, l'équipe, l'Aquarium, enchanté Hugues, Antoine. enchanté. Salut Antoine, Christophe, c'est ça. Enchanté monsieur, donc ça va pour la pour journée passer la journée? C'est ça. On va aller voir la fameuse acantastère. On va en voir un paquet a priori. On est dans les temps, la météo est plutôt clémente, ça a l'air bon. Là, c'est une très belle journée. On devrait réussir en plus à avoir une belle visibilité. Donc, non, Ok. c'est une super journée pour intervenir. Où est-ce qu'on se rend? On va sur Prony, la baie de Prony, et on va aller sur l'îlot Montravel. Alors, ne confondez pas. Toutes ces bouteilles-là, c'est du vinaigre pour les Aïe, aïe, acantastères. aïe. C'est pas de la flotte. La flotte, j'en ai là. Ok, parce qu'on va y aller au vinaigre. Oui. Ah oui, il faut faire gaffe. Quand on a soif, faut pas se précipiter. Faut pas se lâcher. Tu peux me parler un peu du dispositif? J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs partenaires. C'est ça. C'est un projet participatif, donc avant tout, on a les volontaires, les gens, les utilisateurs du lagon, donc c'est des pêcheurs, des plaisanciers, des pêcheurs, des nageurs, tout ça, qui vont sur le lagon et qui nous informent quand ils voient des acantastères. On a mis à leur disposition une application mobile et un site internet, et grâce à ces outils, on a des petites lumières qui s'allument sur nos cartes du lagon qui nous disent attention, Rédica, les gens en ont vu, attention, baie de Prony, les gens en ont vu. Généralement, c'est pas des cas isolés, c'est quand on en voit avec une certaine Alors, densité. on a de tout, il y a des gens qui nous signalent une acantastère, ce qui est très utile parce qu'on a un suivi, et on a parfois, dans 10% des cas à peu près, on a compté, sur les 650 observations, presque 700, 10% des cas, c'est des gens qui nous disent j'en ai vu 50, j'en ai vu 100, j'en ai vu 300. Et là, c'est des cas potentiellement inquiétants. Et là, on se déplace tout de suite pour faire une vérification, comme ce qui s'est passé à Prony et sur Montravel, là où on travaille ce matin. Donc il y a un arrêté qui encadre ce travail. Les bénévoles sont donc agréés. Et l'Aquarium et l'IRD sont les partenaires scientifiques qui vont chapeauter l'opération. Tout de suite me vient à l'esprit l'idée qu'on n'est quand même pas là pour les éradiquer. On parle pas d'éradication. Non, on ne parle pas d'éradication d'abord parce que c'est pas faisable et surtout c'est pas souhaitable. L'acantastère a un rôle important dans l'écosystème. Elle libère de la place pour les coraux à croissance lente et donc elle est indispensable. On est là en fait pour intervenir quand on a une flambée d'acantastère sur un récif et que ça met en danger ce récif.
belle taille. Oui, ça c'est pas mal du tout déjà. On est loin des records, mais c'est une grosse adulte. Ouais. Et celle-là, elle peut pondre 100 millions d'œufs en une seule saison. 100 millions d'œufs. Alors c'était là bien avant l'homme, puisqu'on en a trouvé dans les forages géologiques. Quand on creuse en fait dans les sédiments, on a trouvé des restes d'épines calcifiées. Donc on est incapable de dire s'il y en avait beaucoup autant qu'aujourd'hui ou pas, mais elle existe depuis très longtemps et c'est pas du tout un animal qui est nouveau. Tous les gens du Pacifique la connaissent. Ce qu'on sait, c'est que c'est une des plus grosses étoiles de mer du règne animal. Elle peut atteindre 70 cm et plus de 3 kg. Donc c'est quelque chose d'assez colossal, surtout quand on sait qu'elle mange essentiellement du corail, d'où ses impacts. À côté de ça, elle se déplace rapidement, puisque sur des fonds de sable, on a pu en chronométrer à plusieurs mètres par minute. A priori, quand elle est sur une zone qui lui convient bien, elle bouge très lentement. Mais pour passer d'une zone à l'autre, on suppose qu'elle est capable de se déplacer effectivement rapidement, y compris même dans des zones profondes. Une fois que l'adulte est en place, on ne sait pas bien parce qu'on est incapable de les marquer. On a tout essayé, des marquages électroniques, des tags internes, des marquages à l'extérieur, rien ne tient. Donc on en est réduit aux conjectures. On sait par contre que les larves, donc la partie juste après l'œuf, dérivent avec le courant sur plusieurs centaines de kilomètres. On peut tout à fait imaginer, on a fait des simulations, qu'en lâchant une larve au niveau de Fidji, elle arrive en Calédonie, voire beaucoup plus loin. Donc plusieurs centaines de kilomètres, ce qui fait que l'espèce rayonne dans tout le Pacifique et que finalement aucun récif n'est à l'abri. C'est une espèce qui est dangereuse pour l'homme dans la mesure où elle est venimeuse. Il y a un venin dérivé des stéroïdes qui est extrêmement douloureux, un peu comme celui d'un poisson-pierre, et on a même eu des cas d'allergie grave où les gens sont morts. Au Vanuatu, il y a 3 ans, il y a eu 2 personnes qui sont décédées sur l'île de Malekula à cause de piqûres d'acanthaster. Donc c'est relativement dangereux, d'où ce genre d'opération avec des volontaires où on doit bien expliquer la façon de manipuler. En fait, il ne faut pas manipuler l'animal, il faut des équipements spécifiques. Elles passent à travers les combinaisons, leurs épines, à travers les gants, donc c'est vraiment quelque chose, il faut faire très attention. On en est rendu à une méthode où on met du vinaigre, du citron, on les injecte. C'est la meilleure méthode que vous avez trouvée à l'heure actuelle? C'est la méthode la plus efficace, notamment en temps humain. Mais ça a quand même un coût, il faut le matériel. Jusqu'à présent, dans les petits pays du Pacifique, les autorités, les chefs, les villages les ramassent, les entassent dans des petits bateaux, et les ramènent à terre et les enterrent ou les brûlent. Mais c'est compliqué et c'est surtout, il y a de grands risques de se faire piquer et ça arrive systématiquement. Le système d'injection, c'est finalement ce qui est le moins dangereux et le plus efficace en termes de temps homme. Okay. Donc pour le moment, c'est le plus rentable. Voilà une de 32 cm, celle-là elle doit avoir entre 3 et 4 ans à peu près. Ah oui, déjà quand même. On peut deviner la piqûre des volontaires, donc celle-là a été injectée et d'ici 24 heures en fait elle sera morte et les poissons viendront la manger, donc ça va permettre de recycler la matière organique. Ok, donc rien n'est perdu. Allez. Ouais. Je crois que j'avais trouvé une petite femelle. Ah ouais? C'est plus gros, mais c'est très translucide, non? Normalement, ça devrait être orange. Ah ouais, c'est pas mûr encore. Et là, effectivement, on a vu surtout des mâles. Ouais. Et on s'aperçoit qu'elles ne sont pas très loin de pondre. C'est encore, à mon avis, d'ici un mois et demi. Les œufs ne sont pas totalement encore développés, mais on s'en approche. Alors, c'est des animaux qui sont mâles et qui deviennent femelles? Non, il y a des mâles et des femelles. Les sexes sont séparés. D'accord. Et donc, les mâles, à la période de production, vont émettre les spermatozoïdes dans l'eau. Les femelles, les ovocytes, et ça va se rencontrer, se féconder dans la colonne d'eau et donner des larves qui ensuite iront se balader. Et là, on est sur des animaux matures, tu me disais tout à l'heure 3 Là, on est sur des animaux qui sont déjà qui peuvent se reproduire, puisqu'à partir de 20 cm
soit 2 ans, ils sont en capacité de se reproduire. Ceux-là, entre 3 et 4 ans, oui, vont se reproduire. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait dedans, là, ce sont des œufs qui sont déjà bien développés. Au maximum de reproduction, juste avant qu'ils pondent, les œufs représentent 1/5 à 1/4 du poids de l'animal. Donc dans chaque bras, du haut du bras jusqu'à peu près au tiers, c'est rempli d'œufs qui sont prêts à être émis. Et ça passe son temps à manger du corail. Et ça passe son temps à manger du corail et à se reproduire. En fait, quelque part, c'est des gonades et un estomac comme animal. C'est impressionnant. Je sens pas jamais vu compliqué, autant. Christophe. Cette mission aujourd'hui, Pascal, c'est nouveau, ça a déjà été vu par le passé ou... C'est nouveau, mais pas totalement. C'est-à-dire, on a déjà eu une opération l'année dernière, en 2017, avec des volontaires, mais elle n'a pas été suivie. Et ce qu'on n'a pas réussi à déterminer, c'est si, à l'échelle d'une grande zone comme la baie de Prony tout entière, ce type d'opération est rentable et sur le long terme peut fonctionner. Donc c'est vraiment l'enjeu des missions d'aujourd'hui, de cette semaine. Ok. Vous avez décidé de prospecter dans cette zone. L'acanthaster, on la retrouve quand même dans beaucoup d'endroits en Calédonie. On peut parler de fléau, d'invasion à l'heure actuelle? On peut parler d'invasion puisque c'est exactement ce qui se passe, des multiplications anormales. Et on a un certain nombre de foyers d'infestation qu'on détecte, mais on ne les détecte pas tous puisque on est vraiment dépendant des volontaires, des bénévoles qui nous envoient via l'application, via le site, un référencement. Et dans des zones éloignées comme la Corne Sud, on se pose des questions, très peu de gens y vont, on n'a pas de rapport. Il est peu probable qu'aucune acanthaster ou aucune invasion ne se soit en ce moment développée dans la Corne Sud. Celle qu'on a, nous, c'est beaucoup plus autour du lagon sud-ouest, puisque c'est là qu'il y a le plus de plaisanciers. On a aussi des signalements en province nord, un peu sur la côte est. Donc oui, on a des infestations actuelles un peu partout. Et on parle d'infestation, mais vous, en tant que votre regard scientifique, quelle est l'hypothèse première? C'est quoi? C'est le réchauffement de l'eau? C'est le manque de prédation, de prédateurs, le manque... On s'est aperçu qu'il n'y a pas une seule hypothèse qui est capable de tout expliquer. Il y a un faisceau d'hypothèses, et selon la zone, c'est l'une ou l'autre. Actuellement, les deux principales, c'est d'une part le réchauffement des eaux de surface, puisque ça favorise la survie des larves, donc elles échappent aux prédateurs. Et l'autre chose, c'est la nourriture qu'on met à disposition pour les larves, c'est le plancton. Et avec les pluies qui lessivent les zones côtières et qui amènent des engrais dans l'eau, on a des explosions de plancton, et ce plancton nourrit les larves. Donc ça aussi, c'est un facteur tout à fait favorisant des explosions. Finalement, c'est lié au dérèglement climatique, lié aux activités humaines. Okay. Direction l'aquarium de Nouméa. Là, nous allons pouvoir en apprendre davantage sur l'acanthaster en compagnie de Olivier Château. Et surtout, nous allons découvrir en images l'un de ses redoutables prédateurs. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes responsable du département scientifique et pédagogique de l'aquarium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les actions menées au sein de l'aquarium sur cette fameuse acanthaster? Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille avec l'IRD sur les acanthasters. Donc, on a monté un projet en fait commun avec d'autres organismes de recherche, notamment l'université, pour étudier cette espèce dans le contexte global de changement climatique. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe en ce moment sur cet animal, ici même? L'année dernière, on a essayé de boucler le cycle de l'acanthaster parce que le thésard de l'IRD a besoin de larves pour réaliser ses expériences. Et nous, on a des compétences en interne d'élevage et on a du matériel, mais on n'a jamais bouclé le cycle de vie de cette espèce-là. Et donc, pendant 1 an, on a essayé de travailler sur ce cycle de vie. On a bouclé le cycle, donc grâce à l'équipe technique de l'aquarium. Et maintenant, on passe à l'étude. En ce moment, on est en train de monter une expérience, d'accord, qui va regarder l'impact de certaines conditions de température et d'acidification sur la production et le développement de larves d'acanthaster. En fait, concrètement, on a des bassins d'élevage où on a des adultes. Ces adultes vont produire des larves et ensuite, on va analyser, compter, regarder ces larves pour essayer de regarder est-ce qu'il y a des variations du taux de survie, est-ce qu'il y a des variations de morphologie, est-ce qu'il y a des variations anatomiques, physiologiques de ces larves en fonction de différentes conditions. Les différentes conditions, c'est soit les conditions actuelles, soit des conditions plus chaudes, ou soit des conditions plus acides, qui risquent de se produire dans le futur, dans le contexte global de changement climatique. On a une idée
de l'évolution des températures dans le futur et on essaye de mettre les animaux en condition pour essayer de se projeter un petit peu et de regarder quelles pourraient être les conséquences du réchauffement climatique notamment sur la production de lard. Il faut savoir que si certaines conditions favorisaient par exemple 1% de survie en plus des larves, ça pourrait expliquer des explosions importantes d'acanthaster sur les récifs. J'ai entendu dire que la toutoute, la conque, était un des prédateurs essentiels de l'acanthaster. Alors oui, c'est vrai, on ne connaît pas vraiment les prédateurs de l'acanthaster, mais par contre, on a beaucoup d'observations qui rapportent que la toutoute, effectivement, mange les acanthasters. Il faut savoir qu'elle ne mange pas que des acanthasters, c'est juste que si elle croise une acanthaster, elle peut la manger. Alors elle la mange, elle la dévore, elle n'en laisse pas une miette. Comment ça se passe? Ça prend du temps. Elle va se mettre dessus et puis ensuite elle va les toutous ont des petits harpons venimeux. Elle va tuer la bête et elle va l'engloutir complètement et donc il ne reste rien. Voilà. Il faut savoir qu'après c'est quelque chose qui est très lent, qui prend on peut imaginer qu'une toutoute peut mettre une semaine à manger une acanthaster. Pendant longtemps, les gens récoltaient les toutoutes. Bon, c'est interdit aujourd'hui. Alors ça n'a pas aidé, mais je ne pense pas que les toutous contrôlent les populations d'acanthaster. Les infestations d'acanthaster existent depuis toujours. Et il y a sûrement d'autres variables qui contrôlent cette dynamique et ces explosions démographiques. Et puis il faut savoir aussi que les toutous, de toute façon, ça ne mange pas que des acanthasters. Comme je le disais tout à l'heure, ça mange quasiment tous les échinodermes et donc rajouter des toutous risquerait de créer un nouveau déséquilibre en fait. Donc voilà, il vaut mieux ne pas pêcher les toutous. De là à en réintroduire massivement dans le lagon, je pense que c'est pas une solution. Non. Ça vous inquiète cet animal ? Est-ce que ça nous inquiète cet animal dans le contexte où l'humain perturbe le milieu? Oui, parce que sinon l'acanthaster a sa place et donc dans un système équilibré entre guillemets, ça devrait bien se passer. Mais c'est vrai que dans un système où l'humain fragilise d'un côté, pollue, etc., ça peut permettre à des espèces d'exploiter certaines failles. Olivier Château, merci pour cette interview et votre éclairage. Voilà, notre émission prend fin. J'espère que nous vous aurons éclairé davantage sur cet animal qui n'a pas vraiment la cote, tant il fait des ravages, et en même temps qui a toujours eu sa place dans le monde marin. On a besoin de le connaître davantage, d'où ces travaux de recherche grâce au gouvernement, à l'IRD et à tous ces bénévoles qui tentent de réguler et non d'exterminer ces animaux. Sachez tout de même qu'il est très venimeux, voire dangereux. Et surtout, si vous veniez à en trouver plusieurs au mètre carré, n'hésitez pas à contacter l'IRD pour pouvoir identifier les zones et adopter les bonnes mesures. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao!